Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette rencontre organisée par l'Université de Pau. Je suis Cécile Cosculuela de l'Université de Pau et c'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui nos deux collègues, Francisco Mattebon de l'Université internationale de Rome en Italie et Jean-Pierre Gabilan, maître de conférence à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et donc, nous allons ensemble débattre de la question « Est-ce ainsi que les hommes vivent le langage ?» Donc, vaste question, vous me direz, on va commencer par des choses toutes simples. Et se demander d'abord si le langage, c'est simplement un moyen de communiquer ou si c'est plus que ça, quelque chose de plus profond, quelque chose qui façonne notre perception de la réalité. Et donc, je vais tout de suite m'adresser à peut-être Jean-Pierre Gabilan et poser la question, comment définirais-tu le langage en quelques mots, on va dire ? Une phrase. Bonjour tout le monde. Une phrase, c'est un petit peu difficile. Une petite mise au point sur le mot langage qui est très souvent utilisé un peu à tort et à travers. Nous, en linguistique, langage, on donne une définition. Ce qui ne concerne que les êtres humains, c'est une aptitude avec laquelle nous naissons. Donc le cerveau est façonné de telle façon qu'il peut ensuite intégrer, on va dire, une langue, celle du milieu dans lequel on est, plusieurs langues si on est dans des milieux multilingues, mais c'est avant tout une aptitude. Ce qui fait que lorsqu'au quotidien on entend parler du langage des fleurs, du langage des arbres, etc., c'est un petit peu surfait pour nous. Donc langage, une aptitude avec laquelle naissent tous les êtres humains, qui nous permet d'intégrer une langue, voire plusieurs langues. Voilà ce que je dirais pour l'instant pour le langage. Voilà. Ok, très bien. Merci Jean-Pierre. Francisco, tu emploierais peut-être les mêmes mots, peut-être des mots différents. Comment est-ce que tu vois la chose ? Alors, bonjour à tout le monde. Je suis d'accord avec Jean-Pierre, mais je dirais que le langage, les êtres humains, dans ce domaine, ont beaucoup d'éléments en commun avec les animaux, qui ont d'autres types de langage, mais aussi se communiquent entre eux de différentes façons. Définir le langage n'est pas facile, mais c'est un système de communication, un moyen de communication, certainement. Mais le problème, c'est que veut dire communiquer ? Et pour répondre à ça, je crois qu'il faut se poser des questions comme pourquoi les êtres humains parlent-ils ? À quoi servent les langues ? Que codent les langues et comment fonctionnent-elles ? Et je crois qu'on peut, ici, dans ce petit débat, essayer de répondre à ces questions. Jean-Pierre, tu veux peut-être... Non, ça va, je laisse Francisco poursuivre sur ça. Voilà. Alors, pourquoi les êtres humains parlent-ils ? Ça, pour répondre à cette question, si on regarde, tu peux... Oui. À quoi servent les langues ? Les langues servent les êtres humains. Imaginons les hommes, les femmes qui vivaient dans les cavernes au début, quand l'être humain commence à parler. Et les langues sont des moyens de communication qui nous servent à agir ensemble, unir nos forces en quelque sorte, sortir de notre solitude certainement, mais c'est surtout faire des choses ensemble. Et de là vient après une autre dimension qui est partager l'expérience. Alors, ça veut dire qu'en premier lieu, quand nous parlons de langage, les langues ne servent pas à parler seulement du monde, mais aussi à parler du monde. Mais à parler du monde pour unir nos forces et faire des choses ensemble. On ne se met pas simplement à décrire le monde comme ça. Et là, il y a un grand problème parce que les grammaires et les dictionnaires
analyse les langues comme si tout avait tout le temps à voir avec le monde et une description du monde. Alors, c'est ce que j'allais dire. Donc justement, le langage, les langues servent à parler du monde, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire qu'elles servent à parler de notre représentation, de notre interprétation du monde? Est-ce qu'il y a un rapport direct entre le linguistique et l'extra-linguistique, ou est-ce que c'est toujours filtré par l'individu, le locuteur, les perceptions que chacun d'entre nous moi, je dirais qu'avant de parler du monde, il y a une autre chose, c'est ce qui se passe entre nous, ce que nous sommes, puisque ça sert à agir ensemble, unir nos forces, en quelque sorte. Il faut toujours voir qu'est-ce qui se passe entre nous. Et là, il y a l'importance de l'expérience. Les êtres humains se parlent pour unir leurs forces et se raconter ce qu'ils ont vécu. Alors, si moi j'ai vécu une situation où je me suis fait mal, je raconte aux autres pour éviter qu'ils se fassent mal, pour les aider en quelque sorte. Et alors, quand on parle de ça, on doit se demander que veut dire communiquer. C'est la question principale. Communiquer, comme je disais, ce n'est pas parler du monde, on le verra tout à l'heure, mais c'est collaborer. Et avant tout, il y a collaborer, ça veut dire vouloir se comprendre. Quand on parle, on veut comprendre les autres. Et même si j'insulte quelqu'un, on collabore. Même quand on est fâché, on collabore d'une certaine façon, parce qu'on veut, au fond, même si j'insulte quelqu'un, même si je suis fâché, je veux que cette personne comprenne ce que j'essaie de lui faire comprendre. Et quelquefois, la frustration nous mène à dire des choses qu'on pourrait ne pas dire. Mais alors, c'est collaborer, c'est essentiellement ça. Et que veut dire collaborer? Avance encore. Que disons-nous quand nous revoyons quelqu'un qu'on n'avait pas vu pendant longtemps? Si on réfléchit un moment à ça, cette question, chaque fois que je la pose à mes étudiants, ils commencent à me dire on veut communiquer, on se dit qu'on est content. Je dis oui, mais les premiers commentaires sont toujours tu as maigri, tu t'es coupé les cheveux. Comment tu vas? Comment tu vas aussi, mais comment tu vas, c'est toujours en relation avec ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. C'est l'idée de l'expérience. L'expérience, c'est l'accumulation de ce qu'on a vécu, en quelque sorte, et le souvenir de ce qu'on a vécu. Et alors, tout le temps, quand on entre dans une maison où on a été 1000 fois, les commentaires sont « mais vous avez repeint les murs, ces rideaux n'étaient pas comme ça avant, mais pourquoi faisons-nous ça ?» Parce qu'on veut toujours savoir où on en était, en quelque sorte. Parce qu'on construit, à travers la communication, on construit quelque chose ensemble. Et construire quelque chose ensemble, c'est avant tout tenir compte de ce qui était déjà dans le contexte, de ce qu'on avait déjà dit. C'est ça, donc là on voit se dessiner un contexte avant et un contexte après. Jean-Pierre, ça t'évoque peut-être des réflexions? C'est quelque chose qui est très important dans l'enseignement des langues, par exemple. Bon nombre de manuels de grammaire, quelle que soit la langue concernée, ont toujours tendance à donner une règle pour n'importe quel point de grammaire, une règle suivie de phrases qui sont tirées de leur contexte, auxquelles on peut faire dire à peu près tout ce que l'on veut. Mais on oublie souvent qu'on ne produit pas des phrases isolées. Alors en linguistique, on parle d'énoncés, mais peu importe, on ne produit pas des phrases isolées. Il y a forcément quelque chose qui est venu avant, quelque chose qui va venir après. Il y a quelques points de grammaire là, que j'aborderai tout à l'heure, mais voilà, le problème dans l'enseignement des langues, et Dieu sait si ça pose des problèmes en France, on oublie toujours cette histoire de contexte. Un énoncé n'est pas produit comme ça, ce n'est pas le produit du hasard. Bon, là, j'abordais la question des articles en français et le statut du nom. J'ai mis des choses en rouge, j'ai mis des choses en vert. Bon, voilà, on est en famille, je dis demain matin, pour aller travailler, j'ai besoin d'une voiture. Bon, et je pourrais dire aussi, j'ai besoin de la voiture. Ça ne change strictement rien pour l'objet voiture. En revanche, si je dis j'ai besoin d'une voiture, on va comprendre qu'on n'en a pas forcément une à la maison. Tout le monde connaît voiture, mais je vais proposer un élément parmi d'autres. Alors que si je dis j'ai besoin de la voiture, on comprend que c'est celle de la famille. Autrement dit, par le biais de cet article que la grammaire scolaire appelait article défini ou indéfini, c'est pas très bon parce que c'est pas l'article qui est défini ou indéfini, c'est l'objet qui pourrait suivre. Donc on pourrait dire c'est plutôt définissant.
On pourrait dire définissant. Le linguiste français Gustave Guillaume avait utilisé donc article définissant. Alors, je prends d'autres exemples. Il a pris une scie, il a pris la scie. Bon, on peut pas dire vive une mariée, mais vive la mariée, ça va très bien. Bon, alors on peut dire tiens, comment ça se fait? Comment ça se fait? On est forcément dans un contexte dans lequel marié est là devant nous et on ne peut pas faire comme si les autres ne le savaient pas. Alors on voit se dessiner derrière ces deux petits articles qui ont l'air assez banals pour des francophones. On peut même s'étonner qu'on n'a pas enseigné aux francophones comment utiliser les articles, parce qu'ils le font naturellement, mais donner des explications quant au pourquoi du comment. Si on enseigne le français comme langue étrangère, il y aura des choses à apporter. Bon, on ne peut pas dire en français où est un dictionnaire. On pourrait dire où est-ce qu'il y a un dictionnaire dans cette maison. En anglais, où est un dictionnaire, ça marche très bien. En revanche, où est le dictionnaire? Donc on voit que ce n'est pas tellement l'objet par lui-même qui importe, ce n'est pas l'objet dans le monde extérieur, on parle quand c'est comme ça d'extralinguistique, c'est la relation que j'ai nouée avec mon interlocuteur, avec mon auditoire, avec mon lecteur si j'écris des livres, et que par le biais de ces deux petits articles, eh bien, on fait passer quand même pas mal d'informations. Vous pouvez fermer la porte, et puis je me ravise en disant « c'est une belle porte, non ?» Il s'agit du même objet. Et donc ça, on peut le constater dans différentes langues, puisque Jean-Pierre, toi, tu es spécialiste de linguistique anglaise, Francisco, spécialiste de linguistique espagnole. On constate ces mêmes phénomènes dans d'autres langues? Absolument. Et Jean-Pierre a touché à deux aspects du contexte qui sont très importants. D'un côté, c'est dans quelle situation sommes-nous et qu'avons-nous dit avant? Mais d'un autre côté, avec cet exemple, il nous montre bien comment la langue est pleine de mécanismes. La plupart des phénomènes de la grammaire des langues ont à voir avec ça. C'est quelque chose qu'on avait déjà dit ou c'est un élément nouveau. Et alors ici, avec les articles, on voit exactement ça. Mais l'opposition indicatif-subjonctif dont on parle tant et sur laquelle on dit tant de bêtises, peut-être un petit peu avant. Oui, Jean-Pierre avait des exemples en français. J'avais des exemples. J'avais fait une liste comme ça. Oui, non, oui, reviens en arrière, voilà. Voilà. Mais en arrière. Cette opposition indicatif-subjonctif, les gens disent des bêtises parce qu'on dit que l'indicatif sert à présenter les choses comme réelles, comme quelque chose qui est vrai, dont je suis sûr, et le subjonctif sert à présenter des choses comme douteuses, irréelles, etc. Mais quand je dis « je suis content que tu sois là », soit que tu sois là, c'est un subjonctif. Et pourtant, la personne doit être là, parce que sinon je ne pourrais pas dire « je suis content que tu sois là ». Et quand je dis « dommage que tu n'aies pas pu venir », ce que tu n'aies pas pu venir est un subjonctif. Et je suis sûr, le seul élément sûr, c'est que cette personne n'est pas venue. Alors pourquoi parce que les grammaires analysent la langue, comme je disais tout à l'heure, comme si tout avait à voir avec le monde extralinguistique, comme si on devait tout le temps représenter quelque chose. Et alors on se préoccupe dans les grammaires et dans les dictionnaires de voir comment on représente le monde. Et on dit l'indicatif sert pour présenter des choses réelles, le subjonctif pour des choses irréelles. Alors que si on raisonne en termes d'interaction de ce qui se passe entre nous, on peut présenter cette opposition d'une façon bien différente. Avec l'indicatif, je te raconte quelque chose. Avec le subjonctif, je me réfère à quelque chose qui est dans le contexte. Alors quand je dis « je suis content que tu sois là », si quelqu'un me répond « ce n'est pas vrai », ce que tu dis n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai peut se référer seulement à « je suis content », pas à « que tu sois là ». Parce que tu sois là est un élément qui est déjà acquis. Il est dans le contexte, il est au-delà de la négociation entre nous, parce que c'est quelque chose qui est acquis. Alors l'indicatif, je te raconte quelque chose, je suis content. Avec le subjonctif, je reprends quelque chose qui est dans le contexte, que tu sois là. Donc avec le subjonctif, c'est déjà là, et avec l'indicatif, il faut qu'on le présente, Jean-Pierre. C'est pour ça que j'avais adopté, donc si tu reviens un instant en arrière sur les articles, reviens aux articles au début. Voilà. Voilà, j'avais adopté deux couleurs. Rouge qui signifiait on pose des données, vert qui signifiait ce sont des données qu'on a reprises. Donc quand je dis la voiture, je sais que vous savez de quelle voiture je sais. Et donc j'utilisais pour parler de ça du concept de statut.
Autrement dit, les éléments grammaticaux, quelle que soit la langue, nous renseignent sur le statut, par exemple, du nom dans l'énoncé. Une voiture, je pose des données. La voiture, je sais que vous savez de laquelle je parle. Alors si on passe maintenant, on revient indicatif subjonctif, on va s'apercevoir que c'est exactement la même opération. Et quand on peut s'étonner de la rapidité avec laquelle on acquiert sa langue maternelle sans avoir suivi des cours de grammaire, fort heureusement, parce que je pense qu'on n'y arriverait pas sinon, tout ceci se met en place naturellement parce que la langue recèle en elle-même son système de fonctionnement que tout être humain va acquérir de façon tout à fait inconsciente. Et j'ai gardé les mêmes couleurs pour indicatif et subjonctif. Que je dise j'ai besoin d'une voiture, l'opération est la même. Quand je dis au fait ma sœur vient déjeuner, j'apporte une information. Mais quand je dis bien que ta sœur vienne déjeuner, bon, passe encore, bon, que ta sœur vienne déjeuner, ça a déjà été mentionné, on reprend des données. Et si j'adoptais les mêmes couleurs, c'est que ce soit l'opposition article 1, le ou une, la, ou indicatif subjonctif, c'est exactement la même opération grammaticale. Et si on regarde d'autres exemples, j'ai parlé d'un déclencheur du subjonctif, on ne peut juger que quelque chose qui était antérieur. Je peux dire c'est bien, c'est bête, c'est stupide, c'est merveilleux que tu viennes. On peut avoir tous les jugements que l'on veut, positifs ou négatifs, peu importe, mais je ne peux juger que quelque chose qui précédait. Pareil, reprise d'information. Bon, que tu viennes seul ne me surprend pas. On dit forcément ça à quelqu'un qui le savait déjà. Et puis, quand il y a une négation, c'est intéressant, je pense qu'il vient seul, mais je ne pense pas qu'il vienne seul. Et il y a une opération intéressante pour pouvoir dire, pour le nier, je ne peux nier que quelque chose qui a forcément été présenté au préalable. Et la conjugaison subjonctive va coder ce genre de choses. Alors là, on est bien loin, vous savez, du subjonctif. Moi, on m'a fait copier des lignes à l'école primaire, le subjonctif, ça commence par que, et on ne savait pas pourquoi, il fallait mettre que avant, parce qu'il codait justement cette histoire de reprise. Oui. Donc chaque fois qu'on prend la parole, finalement, c'est soit pour dire quelque chose qui est présupposé, soit pour présenter une information. On pourrait résumer les choses comme ça, Francisco Mattebonne? Alors, on ne parle jamais pour ne rien dire. Alors, ce qui veut dire que je ne peux pas avoir un énoncé au subjonctif tout seul, sauf quand je dis qu'ils viennent ou des choses comme ça, parce que là, j'exprime un souhait, c'est un truc un peu difficile à expliquer, mais en général... Oui, là, c'est plus du subjonctif, c'est de l'impératif, du coup. Oui, ça va du côté de l'impératif, et il faudrait parler de l'impératif aussi. Mais je reviens un moment à ce que disait Jean-Pierre sur la négation. C'est un très bon exemple de ce qu'on ne fait jamais quand on fait de la grammaire et on parle des langues. Les gens ne se demandent pas quand est-ce que je fais ça et pourquoi faisons-nous ça. Moi, j'ai donné des thèses, j'ai suivi des travaux d'étudiants. Je me souviens d'une étudiante qui avait fait un travail qui s'appelait « Que nions-nous ? Pourquoi nions-nous ? Quand nions-nous » Et je reviens à ce que disait Jean-Pierre. Quand est-ce que je dis « je ne m'appelle pas Paul » ? Quand quelqu'un m'appelle Paul. Et les négations sont toujours comme ça. Alors, il y a plein de négations. Les études sur la négation disent qu'il y a des négations qui ne nient pas. Mais en fait, c'est des marques. On reprend les éléments qu'on utilise dans la négation pour marquer une présupposition. Quand on dit « avant qu'il ne vienne », avant que Louis XIV ne monte sur le trône, ce « ne » n'est pas une négation, c'est simplement une marque de présupposition. Quelque chose qui était là dans le contexte. Donc, présupposition, c'est vraiment un mot-clé. C'est un mot très important. Alors, présupposition ne veut pas dire on considère que c'est quelque chose de réel dans le monde. Nous parlons simplement d'information. C'est une donnée qui est dans le contexte, qui est présente. Ça, c'est très important. C'est ça, il ne s'agit pas du monde extralinguistique, il s'agit de la façon dont on se le représente. Exactement. Il s'agit de ce qui a été dit et n'a pas été dit et ce qui arrive entre nous, dans l'interaction. Mmh. On revient un petit peu en arrière. Je voulais qu'on regarde « Voici et voilà ». C'était la première des diapositives. Ça se dit plus « voici ». Oui, mais justement, on va en dire un mot. Voilà, en voici, en voilà. Donc, je prends volontairement un type un petit peu accrocheur. Il y a une vingtaine d'années, je dispensais un cours à des futurs professeurs des écoles et on me pose une question qui concernait la grammaire de l'anglais. Et je dis, bon, ça va être difficile, mais je vais passer par le français. Et je dis, on va parler de voici et voilà. Et tous les généraux me disent, voici, ça se dit plus. Je dis, comment ça se dit plus ?
Moi, je l'entends tous les soirs. France 3 régional, voici le journal de votre région, voici la liste de lauréats. Et Cécile me parle de ça parce que hier, on était dans un café, pour prendre du café, je précise, et la jeune femme qui nous servait a dit 3 fois de suite, voici pour vous. On ne pouvait pas faire mieux, elle arrivait avec une tasse de café qu'elle me présente, voici pour vous. Alors, voici, voilà, si on s'intéresse un petit peu à ça, si on questionne les francophones comme ça, bonjour madame, dans la rue, quand est-ce que vous dites voici, quand est-ce que vous dites voilà, les gens en général coincent un petit peu avec voici, ne se rendant pas compte qu'ils peuvent l'utiliser, peut-être sans s'en rendre compte. Voilà est peut-être certainement plus fréquent au quotidien parce que notre expérience d'être humain dans nos communications du quotidien nous met plutôt du côté de voilà. Voilà est conclusif. J'ai donné quelques exemples. Voici le journal de votre région. Voici tout, et en revanche, à la fin du journal, voilà toutes les informations dont nous disposons. Et puis, en voici d'ailleurs un exemple. Voici à la liste de lauréats. Voici ce que vous allez faire. Maréchal, nous voilà. Bon, moi, j'étais trop jeune pour avoir connu ça, mais la phrase dans cette chanson, celle qui précède, c'est « Tous les enfants qui t'aiment ont répondu présent ». Ben, vous avez déjà annoncé votre présence, maréchal, nous voilà, maréchal, nous voici, ce n'est pas possible. Bon, donc il y a un petit système entre voici et voilà, qui est identique aux articles 1, le, ou une, là, et qui est identique à indicatif subjonctif. Autrement dit, il y a un mécanisme là de fonctionnement qui nous permet de comprendre, là je le fais très rapidement bien entendu, mais qui nous permet de comprendre déjà 2 ou 3 points de grammaire, il y en a d'autres qui vont suivre. Mais on peut parler oui, vas-y. On peut parler de l'anglais. Oui. Et là, il y a une autre obsession, c'est cette idée d'analyser la langue toujours comme si ça avait à voir avec ce qu'on représente en termes de monde extralinguistique. Alors, quand on parle des démonstratifs, les gens disent this, quelque chose de proche, that, quelque chose qui est loin. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est toujours la même chose. This. Ceci, cela. Oui, ceci, cela. Mais this, c'est ce que je t'annonce, ce que je te présente. Alors, je dirais this is what I want to tell you, avant de dire, pour introduire ce que je vais dire. Après l'avoir dit, je dirais « That's what I wanted to tell you ». Et après avoir présenté les informations à la radio, on entendra « So, that's the news ». Donc on retrouve... Mais quand on les présente, il dira « This is the news, here's the news ». Et « That's the news », c'est ce qui a été dit. So, quelqu'un dit quelque chose et je dis « That's why you're so sad today ». Voilà la raison, voilà, pour laquelle je te vois si triste aujourd'hui. Et c'est that parce que c'est ce qui a été dit. Alors, ça n'a rien à voir avec la proximité dans l'espace. Oui, alors, quand tu dis ce qui a été dit, en fait, on a souligné tout à l'heure le mot-clé de présupposition. C'est davantage exact, non, que le fait de dire ce qui a été dit, parce que parfois, ça n'a pas été dit, etc. Donc, le terme de présupposition, il est davantage précis, je pense, hein, Jean-Pierre. Bien sûr, bien sûr. Alors, on parle de this et that. Il faut que nous rendions quand même hommage à une des personnes présentes dans la salle, Dricia Chouit, une collègue qui enseigne au Maroc et qui avait fait sa thèse en partie sur ces questions-là. Voilà, donc on échange un sourire. Voilà, Dricia est là au premier rang. Et qui a publié un ouvrage sur cette question. Qui a publié un ouvrage sur cette question et qui participera demain à la journée de travail qui est organisée. On peut regarder une autre diapo, c'est celle où il y a A et de. Alors, A et de, quand on n'est pas francophone, c'est souvent un casse-tête. Quand est-ce que je dis A, quand est-ce que je dis de? Alors là, j'ai pris des exemples très simples. Bon, nous, on sait ce que c'est qu'une tasse à café, qu'un verre à vin, un pot de confiture, une tête à claque éventuellement, et une phrase à méditer. Et puis, nom de nom, alors tasse de café, verre de vin, pot de confiture, une tête de mort, ton imbécile de frère, tiens, pourquoi pas A? Et se pose la question, quand est-ce que je choisis A, quand est-ce que je choisis de? Et ce n'est pas aussi facile que ça. Le francophone auquel on pose la question, ben, il l'a appris comme ça. S'il doit rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué. Ça va être encore plus difficile quand on va relier des verbes, parce qu'on pousse quelqu'un à partir, on incite quelqu'un à partir, on l'encourage à partir, on l'oblige à partir. Et puis, avec d'autres verbes, pour des raisons qui peuvent paraître mystérieuses, on va dire que c'est l'usage, mais ce n'est pas l'usage. C'est que regardez tous les verbes qui commencent à nous contraignent à employer de, refuser de, éviter de, oublier de, finir de. On ne peut pas finir à.
Pour dire finir, pour dire refuser, pour dire éviter, c'est que forcément la chose qu'on va éviter, refuser, finir, elle précédait, alors quand je dis qu'elle précédait, mentalement avant tout, et la langue va coder cette antériorité, donc cette présupposition, par le biais de. Alors, quand on donne le score, 3-2, c'est pas 3-2-2, par exemple. Tu peux passer la diapo suivante, il y avait encore des petits énoncés, voilà. Alors, des questions qui se posent souvent où on fait entrer des histoires de normes. Alors, moi, quand j'étais petit, on me disait, il ne faut pas dire la voiture à papa, mais la voiture de papa. Ah bon? Il y a plein de contextes dans lesquels A est très bien, mais on ne dit pas tout à fait la même chose. Mais c'est la voiture à papa que vous avez prise. Je mets papa en avant, alors que la voiture de papa est garée devant la sortie, etc., etc. Ça va très bien. Il y a une diapo que j'avais mis après, c'était une émission, voilà, c'est la faute à l'Europe. Quand on dit c'est la faute à, on veut justement nommer le coupable. C'est la faute aux Américains. Alors que, la faute des Américains, c'est de ne pas avoir compris telle ou telle chose. Ça, et on sait qu'ils ont commis une faute. Alors, maintenant, Américain est déjà repris et de va s'imposer. Donc, il y a derrière A et de bien plus que des histoires d'usage, de politesse. Il y a un microsystème très intéressant qui était comparable à voici, voilà, aux articles, indicatifs, subjonctifs, et on pourrait prendre comme ça plein d'autres exemples au sein de la grammaire du français pour s'apercevoir qu'il y a toujours ce même petit microsystème de fonctionnement que le natif acquiert sans savoir trop comment il l'acquiert, mais il l'acquiert, et s'il devait lire des livres de grammaire pour l'acquérir, il n'apprendrait jamais. Parce qu'aucune grammaire ne répond aux questions là, que l'on soulève aujourd'hui. À part peut-être celle que vous avez publiée tous les deux, qu'on voilà, mentionnera dans un instant. Et donc, tout de suite. ce microsystème, la présupposition et le fait de présenter l'information, ça permet d'expliquer des tas de choses, ça permet de tout expliquer. Moi, j'avais mis une liste là de phénomènes de différentes langues, j'en avais pas pris beaucoup, mais l'aspect dans les langues slaves, par exemple, fonctionne comme ça. Mais les mêmes prépositions à et de, en italien, en espagnol, ça se ressemble beaucoup à ce qui se passe en français. En espagnol, on dit « Aquí hay olor a tabaco », ça sent le tabac. Par contre, je suis dans un endroit où je sais que les gens fument, et c'est pas ma sensation. Je dirais me molesta el olor del tabaco. O sea, olor a y olor de. Oui, par donc, exemple. A et de, qu'on retrouve en espagnol. Mais il y a plein de choses. Là, j'avais mis, par exemple, vouloir désirer, querer desear, voler et desiderare. Quand on demande aux gens quelle différence y a-t-il entre vouloir désirer ou querer desear en espagnol, les gens disent desear, désirer, c'est plus poli, c'est plus délicat, mais rien d'autre. Personne ne s'est jamais rendu compte du fait que je peux utiliser vouloir, querer et volere en italien pour ordonner à quelqu'un de faire quelque chose. Tu veux te taire, quieres callarte, vuoi stare zitto, ça veut dire tais-toi. Je ne peux pas le faire avec désirer. Si je demande tu désires te taire, ça voudrait dire tu avais pensé te taire, c'est ce que tu avais dans la tête, ce n'est pas... Pourquoi? Quelle est l'opposition? Avec vouloir, je te présente quelque chose qui est nouveau, une donnée nouvelle. Avec désirer, je te parle de ce que tu avais déjà dans la tête. Mais alors, les façons de demander pourquoi, en français, pourquoi et comment ça se fait-il que, en espagnol, por qué, como es que, c'est pareil. Et je peux dire à quelqu'un de faire quelque chose, je te suggère, je te conseille de faire quelque chose, avec por qué no la llamas? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Je te conseille de l'appeler. Comment est-ce que no la llamas? Ou comment se fait-il que tu ne l'appelles pas? Ne peut pas être un conseil, parce que ça veut dire je sais déjà que tu ne l'appelles pas et je te demande de m'expliquer ça. C'est ça, donc c'est présupposé. Mais c'est de nouveau présupposé. Mais des différences comme comprender, entender, là, les grammaires et les dictionnaires traitent ça comme s'ils étaient synonymes. Et il y a cette idée de la synonymie comme des mots qui veulent dire la même chose. La synonymie vraie n'existe pas, pratiquement, parce qu'il y a toujours des différences dans l'emploi des mots qui ont à voir avec les contextes, mais très souvent, on dit des choses différentes. Alors en espagnol,
j'avais trouvé un truc de Cernuda, un poème qui disait « Un día comprendió como sus brazos eran solo de nubes ». Un jour, il comprit, il découvrit que ses bras étaient faits de nuages. Il n'était fait que de nuages, oui. Oui, alors là, comprendio, il a eu une révélation. Il a découvert quelque chose qu'il ne savait pas. Mais si on me demande, tu m'aides à traduire ce texte, je pourrais dire, no entiendo esta letra, je ne comprends pas cette écriture, ou no entiendo esta palabra, ou quelqu'un qui me parle dans une langue que je ne comprends pas, je pourrais dire, no te entiendo, mais impossible no comprendo, parce que comprendo, c'est la compréhension spontanée qui surgit de moi, et ce serait ce qu'on appelle, nous, dans notre langage phasin, quelque chose de nouveau, alors, qui émerge à ce moment-là, qui surgit, alors que entender me parle de ce qui est déjà dans le contexte. Et en espagnol, on a recordar et acordar, c'est pareil. Oui. Il y a plein de choses dans toutes les langues qu'on peut très bien expliquer comme ça. Et même les intonations peuvent s'expliquer comme ça. Oui, donc c'est incroyable à quel point cet axe logique là, entre ce qui est présupposé et ce qu'on pose au sens d'une information qu'on présente, qu'on pose dans l'espace de communication, ça peut vraiment expliquer des tas de choses. Alors, pour mieux résumer les choses et employer une terminologie peut-être plus succincte, donc Jean-Pierre, toi tu as parlé de statut posé et statut repris. Voilà, j'avais adopté cette opposition, alors que l'on trouvait depuis longtemps sous d'autres termes, mais quand on rédige un ouvrage, par exemple, il faut être compris de son lectorat et il faut trouver des mots qui peuvent être assez simples. Statut posé, statut repris, ça marche pas mal. Je vois que parfois ça coince un petit peu sur d'autres exemples. Alors j'ai aussi utilisé assertif et non assertif, mais voilà, là c'est peut-être un petit peu plus abstrait. Je voulais revenir sur le verbe comprendre. Pour revenir, il n'est pas dans mes exemples là. Comprendre, on peut trouver à sa suite l'indicatif ou le subjonctif. Alors imaginez, vous avez reçu un email ou un message sous la forme que vous voulez, qui n'est pas très clair, et vous demandez à quelqu'un, alors qu'est-ce que tu comprends toi ? Moi je comprends qu'il vient demain. Je comprends qu'il vient demain. Je déduis, ça veut dire. Voilà, j'en déduis qu'il vient demain. Et puis dans un autre contexte, on sait que la personne vient, mais il aurait pu prévenir. Je comprends qu'il vienne demain. Mais il aurait pu prévenir. Alors comprendre là est suivi du subjonctif, mais le sens est tout à fait différent. Maintenant, on va se montrer compréhensif, et on ne peut se montrer compréhensif qu'à propos de quelque chose qui a déjà été présenté, déjà repéré. Et l'opposition donc indicatif-subjonctif est encore là, à l'œuvre en quelque sorte. Il faut pouvoir rendre compte de ces petits phénomènes. C'est pas, quand on dit souvent dans l'enseignement, c'est l'usage, ça ne veut rien dire l'usage. Et donc, si une forme se présente toujours d'une façon identique, c'est qu'il y a des raisons pour ça. On ne peut pas rendre compte de la grammaire des langues en disant ça c'est l'usage. Non. Donc là, en l'occurrence, c'est parce que justement, il aurait pu prévenir qu'on a le subjonctif. C'est-à-dire que le fait que la personne vienne est déjà acquis. Je comprends qu'il vienne demain, il n'y a plus de nouveauté. La seule nouveauté, c'est je comprends. Je me montre compréhensif vis-à-vis de ça. Comme on pourrait refuser, on ne peut refuser que quelque chose qui était présenté au préalable. Voilà. Donc on pourrait dire statut posé, statut repris. Il faut quand même dire que ce sont des concepts qu'on doit au linguiste Henri Adamczewski, qui lui parlait de phase 1, phase 2, mais ça a le même sens. L'idée c'est que chaque fois qu'on prend la parole, c'est soit pour présenter une information, soit ce qu'on dit c'est en relation avec autre chose, et du coup c'est un statut présupposé. C'est toujours cette idée-là. Et donc ça, est-ce qu'on pourrait dire finalement que ça fait partie des universaux du langage, Francisco ? Alors, avant de te répondre, je voudrais dire encore quand même une chose qui est très importante. On vit dans un monde où les gens croient que ce que nous comprenons, en parlant du verbe comprendre, dans chaque contexte, c'est ce qui est codifié par la langue, par la grammaire, le lexique. Et ce n'est absolument pas vrai. Nous comprenons toujours beaucoup plus. Et il y a des mécanismes qui ont à voir avec la conversation, les règles de la conversation, qui est de la coopération, qui a très bien été décrite par le linguiste britannique Paul Grice. Et c'est très important de comprendre que ce que codifie la grammaire n'est pas ce que nous comprenons. Nous comprenons beaucoup plus. Et Adamczewski parlait de l'attribution naïve du sens, de l'attribution
la conception de la langue, la conception naïve de la langue, où on pensait qu'il y avait une attribution directe du sens. Et ce n'est pas du tout ça. Alors le subjonctif, l'indicatif subjonctif, c'est vrai que si je dis « j'habite Paris », les gens penseront que j'habite Paris et que je dis quelque chose de vrai. Mais pourquoi ? Parce que dans la coopération, parmi les règles de la coopération, il y a une règle qui dit « chaque fois que quelqu'un nous parle, on suppose toujours que cette personne est sincère. Elle dit des choses qu'elle considère valables et vraies. Alors si quelqu'un me dit quelque chose, il n'y a aucune raison pour ne pas croire à ce que cette personne me dit. Mais ce n'est pas parce que l'indicatif codifie les choses comme vraies ou réelles et le subjonctif comme irréel. C'est simplement des effets de sens dus à ces règles de la conversation. Alors, pour revenir à ta question, tu me disais, ça peut être un universel, certainement. Je crois que dans toutes les langues, j'en parle plusieurs, disons, je m'occupe de langues, dans toutes les langues que je connais, il y a plein de mécanismes qui s'expliquent de cette façon. Et quand j'apprends une nouvelle langue, je lis les livres de grammaire et je me dis, d'accord, j'essaie de comprendre les exemples, mais après je me donne mes explications, parce que très souvent les exemples que je trouve ne me permettent pas de comprendre vraiment comment fonctionne cette langue, mais par contre, avec les instruments que nous avons d'Adamczewski, et simplement cette idée de je te propose quelque chose comme ici maintenant, où je parle de quelque chose qui était là, posé, repris, statut posé, statut repris. Simplement avec ça, on comprend une énorme quantité de phénomènes en russe, en chinois, enfin toutes les langues dont je me suis occupé, j'ai toujours compris des choses et j'ai toujours, en étudiant ces langues, mieux compris les langues que je connaissais déjà parce que j'ai vu des nuances, des choses. C'est très intéressant de ce point de vue. Oui, tout à fait. Et donc, pour prendre une langue que beaucoup de gens pratiquent, la langue anglaise, peut-être qu'on pourrait se demander si finalement cette idée de statut posé, statut repris, ça peut s'appliquer aussi à bi plus ing. Bon, pas uniquement à bi plus ing, là je vois que tu as mis ma grammaire de l'anglais. Bon, les outils dont nous parlons aujourd'hui, statut posé, statut repris. Au début, quand Henri Adamczewski, on parle d'Henri Adamczewski, il était un linguiste d'origine polonaise mais né en France, qui nous a quittés en 2005. Il était né en 1929 et ses premiers travaux portaient sur la langue anglaise, la langue qu'il enseignait. Et c'est à partir de cette langue anglaise et plein d'autres langues qu'il a pu apprendre et travailler avec ses étudiants que des outils sont nés, parce qu'on parlait d'universaux. Alors, bon, pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'anglais, qui ont souffert avec l'anglais, on leur a dit qu'il y avait le présent d'habitude et puis il y avait le présent des actions en train de. Inutile de dire que ça ne marche jamais comme ça. Quand je dis inutile de dire, bon, voilà, pour nous c'est évident maintenant, parce qu'il y a tellement d'énoncés au quotidien qui invalident cette opposition habitude en train de, qu'on se demande encore pourquoi on continue de l'enseigner. Mais c'est comme ça, parfois la tradition est très fortement ancrée, et dès qu'on l'ébranle un petit peu, elle se rebelle en disant non, non, ça, c'est trop compliqué. Alors quand on dit c'est trop compliqué, c'est compliqué d'abord peut-être pour le prof qui découvre des choses nouvelles, parce que bien présenté à ses élèves, les élèves vont l'intégrer sans aucun problème. Mais d'abord, il y a du côté de l'institution de grandes choses à faire. Alors, là, je vois que Cécile, tu avais marqué tant grammatical, tant chronologique. Un mot à propos de ça, nous avons hérité quand on achète un Becherel, alors il faut le connaître pour le contenu. Il faut maîtriser différentes conjugaisons. Mes étudiants ont beaucoup de mal. Des gens de 20 ans aujourd'hui, le passé simple, c'est compliqué. Bon, mais on ne peut pas leur en vouloir non plus parce que les termes utilisés pour décrire, pour nommer ces conjugaisons, bon, on dit présent, mais parfois le présent, on peut très bien dire, tiens, hier j'arrive à la fac, ah bon, j'ai utilisé le présent, puis c'est hier, alors ça ne va pas. Et puis on peut dire, il n'y avait pas un match dimanche prochain ? Puis j'ai employé l'imparfait, dont on dit que c'est fait pour parler de révolu. Vous voyez, alors une fois qu'on a donné, alors imparfait, ça veut dire inachevé, mais quand on dit 3 minutes plus tard, il marquait de la tête, il me semble bien que c'est fini. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On se heurte à une tradition grammaticale qui a, je ne sais pas, 250 ans d'existence, au moins, si ce n'est plus, et on a adopté deux termes. Qu'est-ce que ça veut dire, subjonctif, pour un petit francophone qu'à l'école primaire, subjonctif, ça ne veut pas dire grand-chose, etc., etc. Alors, temps grammatical, temps chronologique, il y a le temps qui passe, mais la grammaire n'est pas là pour rendre compte, la grammaire n'est pas là pour rendre compte des actions présentes, à venir, etc.,
pour parler du révolu, du présent ou de l'avenir, il y a des compléments de temps, des adverbes, et qui suffisent largement. Sur le présent, moi je dis toujours à mes étudiants, parce que sur le présent, on raconte beaucoup de bêtises. Et la première, c'est qu'on appelle ça présent. C'est la première erreur. Il faudrait l'appeler peut-être d'une autre façon, la forme bleue du verbe. Je ne sais pas, ça nous aiderait à ne pas dire de bêtises. Parce que quand je vois, on a ces présents comme Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1992, Colón descubre Amérique en 1492. Alors dans les grammaires espagnoles, écrites par d'éminents collègues, on utilise le présent pour rapprocher le passé au présent, le présenter comme plus actuel. Mais très étrangement, je ne peux pas dire « Ayer voy al cine », hier soir je vais au cinéma. Et je ne peux pas dire « Hace un minuto me encuentro con Pablo », il y a une minute je rencontre Paul. Par contre, je peux dire « Hace un minuto me encuentro con Pablo y me cuenta que no sé qué. Ayer voy al cine y me encuentro con Pablo ». Alors là, je peux le faire. Alors, quelle opération est en jeu là? Ça n'a rien à voir avec le temps. Et le temps chronologique n'explique certainement pas les temps verbaux qui devraient peut-être pas s'appeler temps. Moi, pour l'espagnol, je dis toujours qu'il n'y a qu'un temps qui est vraiment marqué par le temps. C'est le pretérito indefinido, le passé simple. En anglais, le passé anglais n'est pas toujours un temps parce que ça peut être un irréel. If I did this, people would know that. Je sais pas quoi. I was joking, on dirait ça, et c'est un irréel complètement. Ça n'a rien à voir, mais les temps n'ont rien à voir avec la réalité ni avec le temps chronologique. C'est toujours cette opposition langue. Monde extralinguistique. C'est ça. Et en anglais, c'est très nettement marqué par les deux mots qui peuvent traduire le mot temps. Oui, time et tense. Voilà. Nous avons deux mots qui, dans d'autres langues, par contre, on n'a pas ça. Oui, c'est plus difficile. Et dans la plupart des langues, les temps ne sont pas. Le temps n'explique pas les temps grammaticaux. Le temps tout à fait. Donc, je suis très contente qu'on ait réussi à parler un petit peu de ça parce que c'est un point vraiment très très important, la différence entre temps grammatical, donc tense en anglais, et puis temps chronologique, time en anglais, où c'est pratique d'avoir ces deux mots différents. Et on va travailler, je voulais vous informer du fait que demain, au château de Pau, toute la journée, nous allons travailler sur B plus VING. Donc la différence entre we're leaving at 7 et we leave at 7, par exemple. Comment comprendre cet opérateur? On va travailler sur cet opérateur-là toute la journée au château de Pau et vous êtes cordialement invités. L'entrée est gratuite et vous retrouverez donc Jean-Pierre Gabilan, Francisco Matebonne, Driss Yachouid qui a été nommé, qui est parmi nous aujourd'hui, et d'autres intervenants également comme Abdelhamid Anfissi qui était également parmi nous aujourd'hui. Voilà, ensuite, j'avais prévu, enfin on avait envisagé, vous avez vu, il y a vraiment matière à dire beaucoup de choses, mais on va peut-être enchaîner sur le mot de la fin, une réflexion finale peut-être. Jean-Pierre, c'est bon. En 2 minutes 9, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il y avait la question de l'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette chose-là. Je ne peux que regarder avec beaucoup de prudence. Je crois dernièrement, dans le journal Libération, un article a été publié qui était traduit, je crois, de l'anglais avec l'intelligence artificielle. Et bon nombre d'universitaires se sont un peu offusqués en disant ce que vous avez rédigé, là, c'est à peu près n'importe quoi. Il y avait plein de problèmes de traduction. Alors, intelligence artificielle, j'ai vu qu'on pouvait faire des recettes de cuisine avec ça, pourquoi pas. Pour les langues, point d'interrogation. Et on en parlera donc demain, voilà. où on aura aussi des spécialistes d'intelligence artificielle. Méfiance. On peut aussi faire plein de choses bien, il faut en parler, avoir les idées claires sur la question. Donc l'invitation est lancée. Francisco, qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a dit finalement sur le langage? L'intelligence artificielle, d'abord je voulais dire un mot, il y a un problème de comment fonctionne notre cerveau et quelle est la logique par rapport à laquelle nous fonctionnons et comment fonctionnent les machines. Les machines, les ordinateurs accumulent des informations, sont très rapides dans les calculs.
l'intelligence artificielle, c'est une histoire de calcul, mais l'être humain, sa grande force, c'est sa capacité de confondre, de tout confondre de temps en temps. Et l'être humain sépare, classifie parfaitement, quelquefois, et il y a des moments où on confond tout. Alors une chose peut être identique à une autre ou différente à une autre. Par exemple, vous voyez ça avec les prononciations. Il y a des fois où on remarque la façon de parler de quelqu'un. Il y a des fois où ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est dans tout ce que nous faisons. On n'a pas le temps ici de bien expliquer ça, mais c'est probablement la raison pour laquelle l'intelligence artificielle ne pourra jamais fonctionner comme notre cerveau. Et j'ai des doutes sur le terme intelligence artificielle, parce que on ne peut pas parler d'intelligence à proprement parler, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, ça sera aussi important, on en parlera demain. Je voulais aussi vous informer du fait qu'à 16h30, on sera tous les trois dans la salle Grenier ici au Palais Beaumont pour présenter chacun un ouvrage. Et en attendant, donc, ainsi se clôt cet aperçu des réflexions qu'on peut mener ensemble avec deux spécialistes de la science du langage sur cette question, est-ce ainsi que les hommes vivent le langage? Nous vous remercions beaucoup. Merci.